Salut toi, ici Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est une vidéo assez particulière parce que c'est un format particulier, c'est un format audio que tu t'apprêtes à écouter. C'est un entretien que j'ai effectué avec l'auteur Baptiste Terry Gilbert pour son premier court roman Pas dire, publié aux éditions Annika Parence, un roman évidemment que je te conseille, qui parle voilà, d'une relation amoureuse assez violente, de domination qui parle voilà, de ce genre de thématique-là. Donc c'est hyper intéressant. Et voilà, je te propose d'écouter ou de réécouter puisque je l'avais déjà publié sur les plateformes de streaming. Voilà, c'est aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir cet auteur, ce roman que je te conseille vivement. Baptiste Guibert va d'ailleurs sortir son deuxième roman qui s'appellera Là où les trottoirs s'arrêtent, publié aux éditions Blast à partir du mois de février, il me semble. Donc c'est un auteur à suivre de près. Voilà, j'espère que malgré tout, ce format, cette vidéo, cet entretien va t'intéresser. N'hésite pas, bien entendu, à réagir en commentaire. Bonne écoute, du coup. Pas dire, tout dévoiler, que ça reste secret ou que cela soit affiché devant tout le monde. L'amour homosexuel est encore, même aujourd'hui, vécu par beaucoup comme un amour à verrouiller dans l'obscurité d'une chambre à coucher, dans le tabou des regards qui s'attardent trop et dans le rejet de son propre désir. C'est ce dont parle l'écrivain Baptiste Terry Gilbert dans son premier roman intitulé Pas dire et publié cette année 2021 aux éditions Annika Parence. Baptiste Terry Gilbert retient bien son nom et selon moi un écrivain à suivre de près. Ce premier roman se veut incisif, vrai et singulier tant dans sa forme que dans son fond. Baptiste Terry Gilbert nous plonge dans les années SIDA à Paris, dans un amour entre deux hommes, un amour violent, parfois cruel, cisaillé, lacéré par l'homophobie intériorisée et le refoulement. Dans ce livre, l'auteur rend à la fois hommage à Hervé Guibert, dont il s'inspire pour la construction fragmentaire et antéchronologique, mais fait aussi résonner sa propre voix et la singularité d'un style qui fait réagir. Dans son journal, publié en ligne sur son site internet, Baptiste Terry Gilbert écrit d'ailleurs « Je voulais résoudre, détricoter des histoires pour trouver la vérité ». Ici, il détricote au fil de ses souvenirs et pour ne pas oublier une histoire d'amour marquante de sa fin à ses prémices. Aujourd'hui, je le reçois volontiers pour un entretien particulier. Baptiste Terry Gilbert réfléchit vite, mais pose chacun de ses mots, même à l'oral. Son discours reste clair et précis. Je te propose maintenant de l'écouter répondre à mes questions, à ces questions que je me suis posées durant ma lecture de son roman Pas dire, mais aussi je te propose d'entendre ses positions vis-à-vis de sujets d'actualité, comme la question du refoulement et la nécessité ou pas du coming out. Quel regard il porte sur ces sujets-là? Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Baptiste, Terry Bonjour, Guilbert. Merci d'avoir accepté de participer à ce petit entretien. merci à toi. Et alors pour te présenter brièvement, donc du coup tu as 22 ans, Mhm. tu es l'auteur du roman Pas dire, publié aux éditions Annika Parence, qui est sorti du coup cette année. Quel mois? Je sais plus quel mois il est sorti. Alors, moi non plus, Ah, non, il est sorti de mémoire, il est sorti en avril au Québec et après il est arrivé en France, un mois je plus crois, tard, ouais. fin juin, mais ça a pris un peu de Ok, retard, je crois, fin juin, début juillet. Donc il est ok, sorti d'accord, au tout début de l'été, quoi. ça marche. Alors tu as également un site web à ton nom que je mettrai en barre d'infos, comme à chaque fois. Mhm, Alors, un très joli site web où on peut découvrir ta plume, mhm. d'autres de tes poésies, tes textes, tes photographies aussi, Ouais, et même tes compositions musicales. c'est vrai, Tu fais beaucoup de choses. c'est Tu vrai, es c'est vrai. quelqu'un de très artistique, je pense. Maintenant, on va parler de ce roman, de Pas dire, parce qu'on est là pour ça. C'est un roman sur le secret, qui représente un secret qui représente à la fois l'homosexualité et qui traite aussi une relation amoureuse passionnelle, violente. Alors, pas dire, c'est quoi
pour toi? Est-ce que c'est pas dire la honte, pas dire qui on est de peur du rejet, ou juste ne pas dire de peur de la douleur, en fait? Est-ce que c'est dans cet ordre-là ou c'est autre chose? Bah, c'est un peu ça, mais en fait, bah, ce titre, ouais, c'est ça. En fait, tu vois, les relations cachées ou les relations, les histoires secrètes, c'est assez universel, quoi. Je pense que tout le monde peut vivre ce genre de relation, mais c'est quelque chose qui est quand même plus présent ou qui est plus existant chez les homosexuels, en fait, de par le Mm. poids de la pression sociale, de l'hétéronormativité, de l'homophobie aussi, qui pousse à vivre caché pour pas affronter l'expérience de la différence et donc de Mm. l'exclusion, parfois. Mm. Vivre caché, c'est le quotidien de beaucoup de gens parce qu'ils ont peur, en fait. Enfin, parce que il et elle pensent qu'il faut avoir honte de qui on est et parce qu'on leur a appris à se détester. Alors qu'évidemment, il ne faut pas, mais c'est pas si simple. Enfin, pour répondre à ta question initiale, tu vois, le livre il s'appelle Pas dire, mais en fait, Ouais. j'ai l'impression que c'est tout l'inverse Oui, à l'intérieur. En fait, au contraire, je pense que complètement. c'est une histoire qu'on m'a forcé à ne pas dire, mais que je dévoile, quoi. C'est vraiment un dévoilement à l'intérieur du livre. Et je pense que dans le cadre, enfin, dans ce cadre-là, dans ces histoires qu'on vit, dire, dire les choses, ça devient presque un acte de résistance, quoi. Mm. C'est quand on dit comme ça une histoire maintenue secrète pendant des années, ouais, c'est un acte de résistance ou d'autodéfense presque. Parce que écrire, c'est aussi se réapproprier l'histoire, surtout une histoire dont on a été exclu, quoi, ou qui a Mm. été passée sous silence. Et je pense que Mm. c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, ce genre de littérature-là. Et c'est ce qui nous plaît, je pense, de plus en plus aussi, quoi, des livres de récits autobiographiques ou littérature de personnes qui ont vécu Mm. des violences et qui se servent de l'écriture pour en parler face au silence. C'est tellement important, une voix qui sort du silence, ou même plusieurs voix qui sortent du silence. C'est profondément politique, c'est profondément utile en fait, et c'est nécessaire. Enfin, c'est ça. Ouais. Surtout que là, dans ton livre, en fait, il y a le narrateur qui subit bah, du coup cette violence-là aussi, mais il y a aussi ce personnage qui n'a pas de nom, qui est juste un Mhm. carré noir dans le livre, qui subit aussi cette violence-là, qui en fait, tu écris sur deux violences qui peuvent être assez différentes l'une de l'autre, parce qu'il y en a un qui s'assume un peu plus, si on peut dire ça comme ça, et l'autre qui va renier ce qu'il ressent. Et pourtant, cette violence, en fait, les rejoint. C'est un petit peu la même violence pour les deux. Mhm. C'est un petit peu la même origine, c'est-à-dire bah, cette peur d'être rejeté. Mais est-ce que du coup, l'écriture de ce livre, parce que tu écris aussi à un moment donné dans ce roman, la seule chose, la seule qui compte, c'est garder les traces comme des preuves, des instants de ces jours à consigner quelque part avant que je ne les oublie. Mhm. Est-ce que c'est aussi écrire contre l'oubli bah, d'avoir vécu ça, ce type de violence, mais aussi contre l'oubli que bah, ça s'est produit? Est-ce que c'est l'écriture d'un traumatisme, l'écriture d'une violence? Est-ce que c'est aussi une écriture contre l'oubli? Ouais, je pense que. Alors, pour répondre un peu la première partie de ta question, c'est Ouais. vrai qu'il y a les deux personnages, donc le narrateur et l'autre, vivent la violence différemment et je pense que c'est aussi parce qu'ils n'ont pas tous les deux forcément les mêmes moyens Mm. de vivre, de confronter cette violence et oui, d'assumer qui ils sont. Je pense que le narrateur a peut-être plus les moyens, en fait, je sais pas, de contrer cette violence de par ses amis, de par peut-être une Mm. famille un peu plus simple, etc. Et qu'en fait, le personnage en face, c'est bien plus difficile et je trouve que c'est ça aussi qui est assez intéressant. Mais et par rapport à la deuxième partie de ta question sur l'oubli, effectivement, en fait, je pense que par rapport à la citation que tu as dite, Ouais. qui est vraiment bien, j'avais oublié que Ah. j'avais écrit quelque chose comme ça, mais, Non, mais mais c'est vraiment un très beau passage, je trouve. Vraiment. Ça m'a- c'est aussi ouais, pour écrire face au silence imposé, parce que en fait, quand la Ça. personne en face est à ce point dans le mensonge, on en vient presque à douter de sa propre vérité Mm. et de sa propre version, alors qu'il n'y a pas de version en fait. Il y a juste quelque chose qui se passe et c'est ça la vérité, quoi.
c'est des faits. Et je pense que écrire, c'est aussi, ouais, c'est écrire pour inscrire dans le marbre, en fait, ces événements-là, ces faits-là, pour ne pas les oublier, parce qu'aussi après le temps passe, et le temps passe, et forcément les souvenirs deviennent plus flous, la chronologie devient plus floue, les dates, les moments, les choses qui sont dites, les choses qui sont faites, et c'est... En plus, bah, pour le coup, voilà, ça serait une réponse plus générale, et pour une réponse plus personnelle, on va dire, moi j'ai vraiment des problèmes de mémoire. Enfin, j'oublie tout le temps. Et d'ailleurs, à la base, c'est pour ça que j'écrivais. En fait, à la base, j'écrivais juste un journal, mais pour moi, hein, sur un cahier, pour savoir ce que j'avais fait en fait la semaine d'avant, le mois d'avant, parce que j'oubliais complètement en fait ce que j'avais fait. Alors pas dans évidemment, bah, en gros, je savais bien que le mois d'avant, j'avais fait ça et ça, mais en tout cas dans le détail, j'oublie très vite les choses. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est toujours été comme ça. C'est une peur que tu as d'oublier. Enfin, Et je veux dire, ouais. Tu ressens le besoin à chaque fois d'écrire sur ce que tu as fait, d'écrire en détail pour pas oublier. Ouais, c'est aussi une angoisse totale parce que j'ai l'impression que tout fuit en fait, que les souvenirs fuient, que le temps il passe aussi et fuit, et c'est vraiment pour ça que j'écris. Ouais, j'ai une angoisse très profonde d'oublier, et encore aujourd'hui j'écris un journal. Alors, ce qui est à la différence d'avant, c'est que ce journal maintenant il est en ligne, donc n'importe qui peut le consulter. C'est presque aussi un objet littéraire à part en soi. Je veux dire à part quoi, un objet littéraire en soi. Mais au-delà de ça. Ouais, j'ai vraiment une profonde angoisse de l'oubli, et à la base j'écrivais pour pas oublier, mais c'est toujours le cas en fait, parce que oublier, ça veut dire comment dire, quand on oublie quelqu'un ou quand on oublie quelque chose qui s'est passé avec lui, c'est un peu comme une petite mort quoi. En fait, il n'y a rien de pire que, et c'est le cas en plus, quand par exemple quand quelqu'un sort de notre vie, que ce soit par le décès ou juste une dispute ou j'en sais rien, une séparation, une rupture amoureuse ou amicale. On oublie en fait à quoi il ou elle ressemble, on oublie sa voix, on oublie son regard. Et c'est écrire pour ne pas oublier ça, ou en tout cas écrire pour permettre d'y revenir après. Et je pense qu'écrire aussi permet de moins oublier, parce que c'est un peu ce qu'on faisait en fait quand on était étudiant ou quand on était collégien ou lycéen. En fait, on écrivait nos leçons, et en les écrivant, ça les faisait mieux retenir, quoi. C'est pour ça qu'on faisait des fiches, etc. Donc il y a ces deux choses, ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que même dans la construction de ce livre, c'est très, on sent en fait que c'est une écriture fragmentaire, ce que j'appelle une écriture fragmentaire. Tout à fait. Et on sent que bah il y a beaucoup, enfin, c'est presque comme une écriture d'un journal en fait aussi. Tu t'es inspiré de ça du coup pour la construction de ce livre. Alors, c'est assez particulier parce que c'est un livre que j'ai écrit très bizarrement. C'est une écriture fragmentaire, et ça, j'assume complètement, et j'aime beaucoup même les livres fragmentaires, on va dire, où j'aime beaucoup cette littérature-là, c'est-à-dire des livres qui s'écrivent comme ça, sous forme de notes. Et en fait, ce livre, je l'ai écrit, comment dire, j'ai écrit en fait plein de petites notes, celles qu'on retrouve en fait dans le livre, mais pas du tout dans l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais une feuille par note, parce que j'écris à la main le plus souvent. J'avais une feuille par note, et j'écrivais une idée, une phrase. Parfois, il y a des fragments qui font plusieurs lignes, bien sûr, mais parfois, c'est juste une phrase. J'écrivais ça, plein de feuilles, et après, je les ai regroupées. En fait, ça a été le plus long, ça a été de les regrouper et de faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre les différents fragments qui s'enchaînent. Ok. Donc, ouais, c'est ça. Donc, la forme du journal, oui, bien sûr, on peut rapprocher de ça, parce qu'il y a quand même un enchaînement quotidien presque. Je veux dire, on sent que les jours passent, même que les mois passent, que les saisons passent. Donc, c'est ça. C'est aussi important pour moi dans l'écriture, d'avoir des repères temporels, quoi. Du coup, pourquoi avoir situé ce roman dans les années SIDA par rapport à ça, vers la fin des années 80 et vers le début de la décennie 90, ce qu'on appelle les années SIDA? Est-ce que cette histoire d'amour passionnel et violente, est-ce qu'elle aurait pu se passer de nos jours? Pourquoi ces années-là, du coup? Moi, je pense que le tabou existe toujours, et que le refoulement ou la dissimulation existe toujours. Après, c'est certain qu'on n'est pas il y a 30 ans, quoi. Du coup, pour répondre à ta question, moi, j'ai jamais vécu ces années-là, en fait. Je suis né, comme tu as dit, j'ai 22 ans. Mais l'histoire dont je m'inspire, elle s'est passée de nos jours. Parce que je m'inspire, bien sûr, parce que j'écris toujours à partir du réel. Voilà, sans le réel, on n'écrit pas ce genre de choses. Et donc cette histoire, en fait,
comment dire, pas dans les détails, on va dire, mais en tout cas, le gros de cette histoire, elle s'est passée de nos jours. Donc, je pense qu'on peut toujours vivre ce genre de choses de nos jours, tu vois. Mais je voulais la transposer à une autre époque et dans un autre lieu, parce que j'ai jamais vécu non plus à Paris. Ouais. Et je voulais, ouais, le transposer à une autre époque, dans un autre lieu, parce que je pense que c'était nécessaire, en fait, au moment de l'écriture. J'avais pas le recul nécessaire pour écrire la vérité. Parce que c'est très effrayant d'écrire la vérité, Ouais. je pense. Et cette histoire amoureuse dont je m'inspire était encore trop proche temporellement pour pouvoir la décrire en gardant le cadre géographique dans lequel je l'ai vécu, quoi, en écrivant juste la vérité. Rien que la vérité, ouais, c'était pas. Ok, tu as Je pense voulu que ça. éloigner un petit peu Ouais, le réel un petit peu d'une certaine façon en le ça a transposant. permis, tout à fait, ouais. C'est ça, d'avoir une distance nécessaire. Voilà. Alors après, pourquoi ces années-là? Parce que j'aurais pu même parler d'autres choses. Bah, ouais, Euh, t'aurais pu être dans les années 70, dans les années 60. Pourquoi les années 80, 90? alors, à la base, en fait, l'histoire de ce livre, c'était Mm. un narrateur qui devenait ami avec quelqu'un qui avait genre 50, 60 ans, tu vois, et qui aurait vécu ces années-là. Et ça aurait été une discussion entre ces deux personnages, le narrateur et ce monsieur, quoi. Et le narrateur aurait trouvé les notes de ce monsieur, et les notes auraient composé le roman, en fait. C'est les notes, on pourrait dire que c'est ce qui compose le roman actuel. Mais en fait, je trouvais ça un peu alambiqué, même si j'aimais bien l'idée d'une relation comme ça, amicale et de presque parentale, tu vois, entre un jeune homme qui essaye qui devient ce qu'il devient, quoi, qui essaie de se trouver, et quelqu'un de plus âgé qui le prend un peu sous sa coupe, quoi. Mais bon, c'était un peu trop alambiqué, un peu trop compliqué, donc finalement j'ai pas fait ça, mais j'ai quand même voulu garder cette époque. Et donc je me suis nourri des livres publiés dans ces années-là, hein, de ce qu'on appelle la littérature des années SIDA, par les personnes concernées par la maladie. Et je me suis aussi beaucoup inspiré des anecdotes personnelles de ma mère sur cette période que Ok. elle l'a vécu. Moi, je l'ai pas Mm. vécu, mais elle l'a vécu et d'une certaine manière, dans le roman que je voulais écrire au début, le personnage du monsieur, c'est un peu comme si c'était ma mère, quoi, en fait, cette Mm. personne qui a voilà une soixantaine d'années et qui raconte un peu sa jeunesse. Et parce que elle m'a souvent raconté ça, en fait, quand j'étais plus jeune, les amis qu'elle a perdus, d'autres amis qui s'en sont sortis, mais voilà, ce contexte-là de cette période, et ça m'a d'ailleurs beaucoup aidé pour l'écriture parce que c'est pas un livre sur ça, mais il y a quand même le contexte sociopolitique, on va dire, qui rentre un peu en jeu dans le livre, quoi, et qui est, disons, évoqué. Mm. Et sans ça, oui, j'aurais pas pu écrire, par exemple, je sais pas, sur les années Mitterrand, parce que moi, j'en sais rien, et même en me renseignant beaucoup, il y a des anecdotes que je j'aurais pas pu trouver, quoi. Mm. Voilà, bon, c'est ça. Par exemple, là, je pense tout de suite à un passage du livre où il y a une pénurie, tu sais, de lait, et Ouais, ouais, et il y a ouais. un personnage qui appelle le narrateur pour lui dire il faut que tu viennes, il y a une pénurie, et le narrateur il comprend pas. Et en fait, ça par exemple, ça correspond à une période dans les années Mitterrand où il y avait la guerre du Golfe et Mitterrand a dit au journal de 20 heures, il a dit cette phrase les armes vont parler. Et alors là, il y a eu une panique en fait dans le pays à ce moment-là, et surtout dans la capitale, mais aussi dans les grandes villes, quoi. Et du coup, en fait, les gens pensaient que c'était la Troisième Guerre mondiale, et du coup, ils ont dévalisé les épiceries, etc. Il y a eu une pénurie de quelques jours. Voilà, Ah. on a un peu connu ça, nous aussi, hein, au Oui, tout bah début oui, du oui. confinement. Mais alors, j'ai écrit le livre avant, hein, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on peut à peu près comprendre maintenant, je pense. Mm. Mais voilà, sans les anecdotes de gens qui ont vécu cette époque, j'aurais jamais pu écrire ce genre de choses, parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on trouve dans les livres d'histoire, quoi. Les Non, c'est anecdotes, sûr. la petite histoire des gens, quoi. Je voulais revenir aussi du coup sur Hervé Guibert, parce Mhm, qu'il est présent du coup dans ce livre, tout à fait. euh, parce que tu as mis en scène la figure d'Hervé Guibert, mais aussi de Mathieu Lindon. Mhm, Alors, pour ceux qui ne sauraient pas qui est Hervé Guibert est un écrivain des années 80-90 qui a écrit À l'ami qui m'a pas sauvé la vie, un livre sur lui et sur lui vivant avec le sida, espérant un vaccin qui ne va jamais arriver. Et du coup, voilà, Hervé Guibert, ça a été un très grand écrivain homosexuel qui a écrit pas que sur le sida d'ailleurs, qui a écrit sur beaucoup d'autres choses. Et toi, du coup, tu mets en scène sa figure. Est-ce que du coup, c'est un peu lui, le mentor que tu décrivais il y a pas
très longtemps là, du coup. Est-ce que c'était lui qui devait représenter à la base le vieillard, du coup? Ah, c'est marrant, j'avais jamais Parce vu que ça comme bah, ça. Ça fait ça écho, quoi. Mais m'intéresse. c'est vrai Ouais, que c'est intéressant parce que, ouais, parce en qu'on fait, c'était, on retrouve un petit peu c'était, ça quand même dans ton. c'était un peu ça, en fait. C'était, ça aurait pu comme si Hervé Guibert n'était pas mort, en fait, en 91. C'est comme Mm. s'il avait survécu et qu'aujourd'hui, en 2020 ou en 2021, mais aujourd'hui, en tout cas, quelqu'un de 20 ans le rencontrait et discutait avec lui, quoi. C'est vrai qu'il y avait Mm. un peu ça, une forme presque d'hommage. C'est vrai, Et j'avais jamais pensé à cette dimension-là, mais elle est très juste, ouais. mais tu fais un hommage à Hervé Guibert et à son Mhm. univers aussi, à Mathieu Lindon, à ces écrivains-là. Pourquoi? Ben, en fait, à la fin de mon adolescence, j'ai découvert, avant je lisais pas du tout, et quand j'ai commencé à lire, j'ai découvert tout un univers littéraire. Mm. J'ai découvert les livres d'Hervé Guibert, tout d'abord par Fou de Vincent, en fait, que j'ai découvert grâce à un film de Christophe Honoré où le livre apparaît. Et j'étais un peu, je pense, en recherche de repères à l'époque et de, je sais pas, peut-être de films ou de livres qui pouvaient me renseigner sur moi-même. Mm. Et donc j'étais allé en librairie et j'avais acheté ce livre. Et c'est, en fait, je n'avais jamais vraiment lu avant et c'est par eux que j'ai commencé à lire. C'est par Hervé Guibert et après j'ai tout lu quasiment de Guibert. Et après je savais plus quoi lire et du coup j'ai lu en fait ses amis, quoi. Ok. J'ai lu même ses amis dont il parle dans son journal, dans ses autres livres. Donc j'ai commencé à lire Mathieu Lindon. Puis j'ai commencé à lire d'autres, etc. Et il fallait que mon livre se passe avec eux, en fait, un peu comme au milieu d'eux, tu vois. Mm. Je voulais pas non plus faire un énième livre sur les années SIDA, sur cette maladie, mais j'ai pensé que le point de vue de quelqu'un d'aujourd'hui sur ces années-là, quelqu'un qui n'a pas vécu ces années-là, pouvait être intéressant. Ok. Et ouais, c'est ça. Après, je trouve aussi qu'il y a un peu comme un retour historique depuis quelque temps, Oui. notamment avec le film 120 Madame par minute, ou Mm. le film Plaire, aimer, courir vite de Christophe Honoré, qui est sorti, je crois, quasiment la même année que 120 Madame par minute, je crois en Mm. 2017 ou en 2018. Et en fait, ces deux films, ils parlent de la même chose, enfin, très différemment, mais en fait, ils parlent de ça. Mm. Ils parlent de cette période, et Hervé Guibert aussi, il revient souvent ces derniers mois ou ces dernières années. Il y a une lecture qui se refait, tu vois, de ces textes, Mm. des pièces de théâtre, je sais pas, bah, je pense là à une pièce de théâtre de Christophe Honoré encore. Les icônes, Euh, c'est ça? Les idoles? je sais plus, les idoles, ouais, où il y a Guibert qui est un personnage, il y a aussi Bernard-Marie Coltès, il y a aussi Cyril Mm. Collard, Jean-Luc Mm. Lagarce, où il fait revivre en fait tous ces personnages qui ont été ses idoles quand il était jeune. Il parle de sa jeunesse, tu vois, et parce que maintenant je pense qu'il a l'âge nécessaire pour en Mm. parler, et un certain recul, et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a un peu un retour de ces années-là, parce que je pense que les gens qui ont vécu cette période commencent à avoir le recul nécessaire. Enfin voilà, bon, pourquoi est-ce que j'ai voulu parler d'eux? Ouais, c'était un hommage et pour, je sais pas, je pense qu'il fallait qu'ils soient des personnages de mon livre en fait. Enfin, Parce que c'était des guides aussi pour toi dans le ouais, tout réel à et fait, du ouais. coup, ok. Alors qu'on a un fossé générationnel qui nous sépare. Ils ont l'âge, Mm. enfin, bon, Hervé Guibert est décédé il y a longtemps, mais Mathieu Lindon aujourd'hui, il a, je crois exactement l'âge de ma mère ou de mon père. Enfin, Ah et sur ouais. l'âge de nos parents et on sait qu'à notre âge, quand on a 20 ans, c'est pas forcément évident de Mm. s'entendre ou de se comprendre avec nos parents, mais malgré le fossé générationnel, je lisais leurs livres et en fait j'étais avec eux et je comprenais tout à fait et ça m'a beaucoup aidé quoi, ou ça m'a guidé ouais comme tu disais et il fallait que je les fasse exister à nouveau en fait. Ouais, c'était vraiment ça, ouais. Autre particularité aussi de ton roman, ce qui fait qu'il se distingue des autres pour moi aussi sur cette période-là, c'est qu'il est écrit à rebours de la Mhm. chronologie. Et c'est vrai que c'est assez surprenant au tout début de lire, parce que moi j'ai commencé du coup par le début, enfin qui est la fin. Mais c'est assez surprenant au tout début. C'est ouais. Et puis en fait, au fur et à mesure de la lecture, ça devient de plus en plus fluide. Et, euh, en fait, je me posais la question de savoir si par ce moyen-là, en fait, t'essayais pas de mettre en valeur, voilà, cette violence qui s'installe dans cet amour, en fait, qui, dès le début, comme si tu retraçais
l'origine de cette relation. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour marquer un certain traumatisme? Est-ce que c'est juste une écriture du souvenir? Voilà, ou est-ce que c'est autre chose? C'est très intéressant la manière dont tu formules la question. J'avais pas forcément pensé les choses sous cet angle-là. En fait, alors, tu dis que le roman, enfin que j'ai écrit le roman à rebours de la chronologie, mais en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai Ouais, écrit ce roman un peu éparpillé et après je l'ai mis dans l'ordre chronologique. Et ok. c'est à la fin que j'ai tout inversé. Donc, moi j'ai écrit le livre, on va dire traditionnellement, et c'est à la fin Ok. que j'ai tout inversé. Donc, la lecture se fait à rebours de la chronologie. Bien sûr, d'autres livres utilisent ce procédé. Euh, je veux dire, voilà, il y a plein de livres qui commencent par la fin et qui déroulent jusqu'au début. Mais celui qui m'a inspiré, par rapport à cette particularité, mais aussi pour le ton employé, la forme, c'est Fou de Vincent de Hervé Guibert. Hmm. Parce que ce livre, il décrit une obsession amoureuse et ça commence par la fin. De la même C'est manière, vrai. il remonte jusqu'au début de la relation, jusqu'au début de cette obsession et d'où elle vient, d'où elle provient même. Pour le coup, dans le livre de Guibert, c'est notifié par les années. C'est-à-dire que ça commence, je sais plus en quelle année, et après tu vois très vite qu'en fait il y a des dates, quoi. Enfin, il y a une date, et après tu vois très vite que l'année elle diminue. Hmm. Et Hmm. puis voilà, enfin, tu comprends très vite. Alors, moi j'ai pas voulu utiliser de procédés comme ça. J'ai indiqué quand même au début du livre que le déroulé était antéchronologique, qui était à l'envers. Mais j'ai pas voulu en fait utiliser ce procédé-là. J'ai failli le faire, mais en fait je voulais pas fixer le livre dans des années précises. Ok. Moi, je sais, parce qu'il a fallu que je fasse une trame, même par rapport à des événements précis, comme les années Mitterrand ou la mort de Guibert, par exemple, précisément. Hmm. Donc, je sais, aujourd'hui, je peux le dire, le livre se passe de 87 à 92. C'est très Hmm. précis, c'est 5 ans. Mais voilà, j'ai pas voulu le noter, en tout cas, dans le texte final, pour pas donner un cadre trop précis. En tout cas, pour revenir à l'utilisation de ce procédé, je trouve ça vraiment intéressant comme procédé. Ça crée vraiment une expérience de lecture particulière par rapport aux arcs narratifs, on va dire, traditionnels. Traditionnellement, le suspense, on va dire, ouais, je n'aime pas trop ce mot, mais on va dire le Hmm. suspense, il repose sur un principe simple. On veut savoir ce qu'il se passe après, et puis on veut savoir ce qui se passe à la fin. C'est pour ça Hmm. qu'on regarde des films ou des séries à longueur de journée ou qu'on lit des livres. C'est ça qui est super intéressant dans ton renversement, c'est que là, on se met à vouloir savoir le début et non pas la fin. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que là, le suspense, il repose sur tout à fait l'inverse. En fait, on Hmm. veut comprendre comment ça a commencé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce qu'en fait, la fin, euh, on la lit dès la première ligne. Et d'ailleurs, je pourrais dire la fin ici, ça serait pas grave, c'est la première ligne. Je veux dire, la première ligne, on comprend que le personnage, en gros, en face, il est mort, il est pas mort. Bon, on sait pas trop. En tout cas, leur relation a été tellement violente que ça a mené à la destruction de l'un ou de l'autre. Bon, ça, normalement, on aurait dû le découvrir à la fin. Ah, d'accord, toute cette histoire a mené à ça. En fait, là, c'est l'inverse. Ça commence comme ça, d'accord. Du coup, pourquoi? Hmm. Et voilà, j'aime bien cette idée. Et j'aime bien l'idée aussi que, comme tu disais, la lecture est un peu déroutante, mais après devient fluide parce que je pense qu'il faut laisser cette liberté, ouais, au lecteur de faire lui-même les liens entre. En plus, il y a une forme fragmentaire, donc il fait aussi les liens entre les fragments et de Hmm. lui-même poser le cadre. Je crois que c'est Georges Perros qui avait, dans une série de livres que j'aime beaucoup, qu'il a écrit, qui s'appelle Papier collé, où c'est que des Ouais. fragments. Bon, c'est différent, hein, ça raconte pas d'histoire, mais il avait écrit cette phrase que j'aime beaucoup, c'est chaque note attend son cadre. Et Hmm. je crois que c'est ça. Chaque fragment, chaque note attend son cadre. Ils sont entourés de blanc, mais il manque un cadre, il manque des liens. Et moi, j'aime bien l'idée que ce soit au lecteur de faire ces liens-là, quoi. Hmm. J'aime bien cette idée, je crois. Ouais, de laisser cette liberté-là au lecteur et de pas lui servir forcément l'histoire sur un plateau en expliquant tout, en dévoilant tout. Je pense que cette liberté-là, c'est assez important. Même dans ce que j'écris aujourd'hui, j'essaye de penser à ça, quoi. Ok, mais du coup, c'était juste pour dérouter le lecteur ou c'était autre chose? Est-ce que c'était pas pour marquer autre chose? Je pense qu'il y avait aussi une volonté, ouais, d'aller un peu à l'inverse de ce qui se fait, quoi. Même si, encore une fois, Hmm. ça a déjà été fait, mais après, est-ce qu'il y a autre chose? Ok. J'aime bien le procédé narratif, encore une fois, de savoir comment ça a commencé au lieu
de s'attendre à une fin, quoi. Ok. Après, je pense que effectivement, c'est un procédé, comme tu disais, qui peut-être est intéressant pour raconter un traumatisme. Et on en parlait tout à l'heure de l'oubli. Et par rapport à l'oubli, je pense que c'est un procédé qui peut être aussi rattaché à l'oubli, quoi, le fait d'être complètement dérouté dans la chronologie. Et j'ai jamais compris pourquoi on racontait les histoires du début à la fin. Parce que c'est ce qu'on fait tous, même qu'on raconte une histoire à un copain ou à une copine. Mais c'est toujours difficile parce que le début de l'histoire, en fait, elle est très floue. Il est très flou, pardon. Le début de l'histoire, il est très flou. Parfois, le début de l'histoire, c'était il y a 3 ans, il y a 5 ans. Et on se souvient plus très bien de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Et donc, très souvent, moi, ça m'arrive toujours aujourd'hui, quand je raconte une histoire, en fait, le début est tellement flou que ça passe très vite. Et je raconte plus ce qui s'est passé les derniers jours ou les dernières semaines que ce qui s'est passé au début. Je sais pas, C'est vrai, t'as raison. et je pense que l'écriture, d'ailleurs, même pour revenir à ta question du début, permet, quand on écrit au jour le jour, etc., et qu'on peut revenir à ce qu'on a écrit il y a 5 ans ou il y a 10 ans, je ne sais rien, ça permet d'y revenir et d'avoir la force des détails et la force des ressentis au temps présent, quoi. Parce que même ce qu'on ressent aujourd'hui d'un événement, d'un événement qui est arrivé il y a quelques années, ce qu'on ressent aujourd'hui est très différent de ce qu'on ressent le lendemain de cet événement. C'est pour ça que écrire, c'est aussi par rapport à une temporalité, par rapport... C'est ça, ouais. Ok. C'est super intéressant, je trouve. Non, vraiment, parce que moi, c'est déjà de savoir que tu as écrit de manière chronologique, qu'après tu as décidé de renverser tout ça. Je trouve Ouais, que c'est pas anodin de faire ça, tu vois. Parce que je pense que l'écrire, pour le coup, l'écrire de manière chronologique, l'écrire dans le sens inverse, je pense que ça aurait été différent. Tu penses que ça aurait À la donné un lecture. livre moins... Alors, mieux, moins bien, je sais pas. Mais en tout cas, ça Hmm, aurait été différent parce que ça aurait été réfléchi comme ça. Alors ok. que là, le fait que ce soit à l'envers, ça n'a pas été réfléchi comme ça. J'ai juste tout inversé, sans Hmm. regarder après. Enfin, si, je l'ai quand même relu après pour voir si c'était pas trop chaotique. Ouais. Mais sans après faire en sorte que le livre, enfin, ça se voit pas qu'il a été construit comme ça, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas si ça se voit ou pas, mais en tout cas, moi, je l'ai pas pensé comme ça. Je l'ai pensé, je l'ai écrit dans l'ordre. Et c'est qu'à la fin où j'ai inversé. Et même, enfin, en réalité, je l'ai inversé la veille de l'envoi du manuscrit, pour te dire. Enfin, je veux dire, c'est un truc que j'ai décidé au tout dernier moment. J'hésitais aussi parce que je voulais pas que la référence à Fou de Vincent d'Hervé Guibert soit non plus trop présente. Et au final, je me Hmm. suis dit, bon, bah, c'est pas grave, en fait, j'assume complètement la référence. Ah, mais je pense qu'il faut assumer complètement, en fait. Voilà, et c'est très bien comme ça. Surtout que en fait, à ce moment-là, j'en parlais un peu autour de moi et j'ai des amis qui m'ont dit, mais en fait, il y a d'autres livres qui utilisent ce procédé, il y a des films aussi, il y a plein de formes artistiques qui utilisent ce procédé. Je voudrais quand même te poser, revenir sur le personnage, du coup, c'est ce personnage qui n'a pas de nom. Mhm. Alors déjà, pourquoi cet effacement de nom? Si justement c'est pour écrire sur, sur une relation, pour écrire, pour garder des traces, pourquoi avoir volontairement supprimé cette trace? Alors, donc c'est vrai que je disais tout à l'heure que pas dire c'était un peu un contresens, parce qu'en Hmm. fait, dans le livre, c'est l'inverse, je dis tout. Sauf son Mais, nom. mais en fait, je dis. Bon, en fait, c'est pas non plus un contresens parce que je dis pas son nom, parce que c'est impossible. Parce que ça serait un affront pour moi, mais aussi pour les autres, et aussi peut-être pour lui. Je veux dire que pour moi, ça montre, là, cette étiquette noire ou ce prénom surligné en noir, ça montre l'effacement de ce prénom, mais l'effacement contraint. Il y a Hmm. une obligation, parce que j'aurais pu le remplacer par un autre, comme le fait tout le monde, comme le font les écrivains, comme l'a fait Hervé Ouais. Guibert, en Ouais. appelant Michel Foucault Musil, et Hmm. en appelant Isabelle Adjani Marine dans Un ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Voilà, là c'est un exemple parce qu'on parle de Guibert, mais tous les écrivains font ça, en fait. Soit ne remplacent pas le prénom, soit le remplacent par un autre prénom tout à fait différent. Et là, non, ce procédé-là, que pour le coup j'ai trouvé, enfin que j'ai fait dès le début, en fait, dès le début du livre, je savais que le prénom allait être effacé. Euh, c'est ça, c'était vraiment pour montrer, c'est un procédé presque, pour montrer que l'effacement est inévitable. Et ce qui m'a inspiré, c'est les livres de Modiano,
Donc ça n'a rien à voir parce que j'écris pas du tout des livres comme Patrick Modiano, mais parce que parfois dans ses livres, il met des rapports de police, parce que c'est un peu des livres presque policiers, on va dire, ou des faux Oui. livres policiers. Mais et j'aime beaucoup cet écrivain par ailleurs. Et j'avais bien cette idée que dans les rapports de police, c'est vrai, ou même aujourd'hui on voit ça dans les films d'espionnage, etc. Il y a des noms ou des événements qui sont surlignés en noir en fait, parce que il faut que ça reste secret. Mm. Il y a un terme, ils sont biffés, en fait. Ils sont biffés en noir, ils sont surlignés comme ça, ils sont effacés à jamais et on ne peut pas voir ce qu'il y a en dessous. Et c'est comme ça, parce que c'est la loi, parce que voilà, Mm. c'est presque un truc technique. Et j'aimais bien cette idée, et voilà, c'est pour ça que j'ai effacé ce prénom, presque techniquement, quoi. Je l'ai pas remplacé par un autre. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que euh, dans la première version que j'ai envoyée à mon éditrice, qui a publié ce livre, Mm. en fait, je n'ai même pas, enfin, parce que j'ai quand même écrit une première mouture, on va dire, du livre, où j'ai gardé le prénom de, on va dire, la vraie personne avec qui j'ai vécu cette histoire. Ok. Et j'ai surligné par-dessus. Ce qui fait qu'en fait, dans la première version du manuscrit, si on enlève le surlignage, on voit le prénom. Ou même juste, si on sélectionne en fait une partie du texte, on voit le prénom, parce que quand on sélectionne, ça enlève automatiquement le surlignage. Et Mm. après, dans les versions d'après, en fait, parce que je m'en étais même pas rendu compte, dans la version d'après, j'ai remplacé le prénom par en fait autant de lettres que ce prénom-là contient, pour éviter qu'on puisse trouver ça. Mais du coup, ce qui est très drôle, c'est que après, quand on a dû réviser le texte, faire des corrections orthotypographiques ou faire la maquette, Ouais. tous les acteurs du livre, on va dire, qui tournaient autour du texte, la correctrice, la maquettiste, etc., se transférer des mails, etc., et me les transférer aussi, et parler de ce prénom en utilisant le vrai prénom. Parce qu'en fait, il l'avait vu dans la première version. C'est-à-dire, il parlait du roman, il parlait de cette histoire où il parlait des corrections à faire, et il disait, au fait, concernant le personnage nanana, il faut faire ça. Et ils utilisaient le vrai prénom de la personne dont je m'inspire pour avoir fait ce personnage. Donc c'est assez déroutant d'ailleurs. À cette époque-là, je me disais, oulala, Oui. ça va pas du tout. Mais voilà, donc c'est un peu une anecdote, mais j'ai pensé à ça là par rapport à ta Ouais. question et je trouvais ça peut-être intéressant ou marrant de Moi, raconter ça, quoi. ce que je trouve encore plus intéressant, du coup, avec ce procédé-là que tu utilises, ce carré noir, qui apparaît comme un carré noir, en fait, dans les livres, c'est que ça place, du coup, le personnage vraiment dans cette thématique du secret, même là, quoi. Ouais, ouais. Bah, Et, je peux tout dire sauf son nom, quoi. c'est Parce que ça, ça se fait. Ouais. du coup, j'aime beaucoup, en fait, il y a un passage que bah, j'ai envie de citer, parce que Mhm. je pense que c'est l'un de mes passages préférés. À un moment donné, tu écris: «Et surtout, le plus difficile sans doute, il ne veut pas aimer les hommes. J'ignore s'il comprendra un jour que c'est une chose innée, incontrôlable. Certains de nos amis le discernent bien. Ils savent interpréter ces changements soudains de comportement, les signes ostentatoires. Ceux-ci proviennent de lui, c'est lui, lui qui s'affiche quand il me regarde longtemps. Il ne me regarde pas d'ailleurs, non, il s'attache à mes yeux, à mon cou, à ma bouche, et ça dure trop longtemps pour être anodin. Lui, quand il divague, quand il agit encore plus bizarrement que la fois d'avant, de manière encore plus inattendue». J'aime beaucoup ce passage parce que même quand je le lis, j'ai des frissons, pour tout te dire, et qu'en fait, c'est un personnage déroutant, je trouve, dans le sens où bah, on a tous vu. Enfin, je veux dire, moi-même dans ma vie d'homosexuel, j'en ai connu des personnages Mhm. comme lui. Mais je me je pose toujours la question de savoir, mais pourquoi? Pourquoi? À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui fait que dans son esprit, dans sa tête, il y a des choses qui vont, rentrer en conflit pour qu'il te regarde quand même, mais il va toujours te placer dans une espèce d'obscurité, Mhm. toujours, et voir juste cette relation-là comme quelque chose de toujours secret, de toujours obscur. Il faut toujours que ça reste, dans une espèce de ouais, d'obscurité tout le temps. J'ai trouvé ça encore plus intéressant, encore plus fort, le fait que tu, effaces le prénom, parce que ça le place, lui, dans cet espace-là aussi, dans cet espace sombre,
et noir, quoi. Et ouais, du coup, je trouvais ça hyper fort, et du coup, je voulais bien que tu réagisses par rapport à ça. Mais en fait, là, et c'est un truc qu'on n'a pas encore abordé, je trouve que ce passage, il parle du refoulement, en fait. Oui, c'est Et ça. bon, le refoulement, c'est un terme de psychanalyse, mais moi, je l'utilise plutôt au sens. Le refoulement, je trouve que c'est une particularité de certaines relations homosexuelles ou de certains Mm. garçons ou filles qui ne veulent tellement pas l'être qu'ils vont cacher ça, et même cacher ça à eux-mêmes, et même ne pas se l'avouer à eux-mêmes. Mais dans le passage que tu as lu, c'est ça, en fait. Je dis, mais euh, c'est quelque chose d'incontrôlable, le désir. Enfin, je veux dire, s'il y a bien quelque chose qu'on n'a pas encore compris, ou on essaye de comprendre hein, à travers la science, etc., mais en vrai, on l'a toujours pas compris, c'est l'amour ou c'est le désir. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que très souvent, de la part de ces garçons refoulés, il y a comme une tentative, il y a comme des incursions dans le réel de l'inconscient, où il y a des tentatives, en fait, d'exposer ça aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire Mm. que le refoulement n'est même pas assez fort, ou en tout cas, si, il est très fort, mais malgré la puissance de ce refoulement, de la dissimulation, etc., il y a quand même l'inconscient qui transparaît par les regards, par des choses comme ça. Là. C'est ça que tu as cité. Mm. Et je pense qu'il y a un tel conflit, effectivement, entre ce qu'on veut montrer, ce qu'on doit montrer, ce qu'on cache, etc., que il y a presque comme une volonté, en fait, de ces garçons qui sont dans le refoulement, il y a presque comme une volonté de... Parce qu'il faut s'en sortir, en fait, à un moment donné, de montrer ça au grand jour et de... Quitte à être parfois même dans la démesure, quoi, à Mm. montrer presque ostensiblement ou à rigoler sur ça. C'est ça que je trouve enfin, ouais, très particulier avec ce C'est genre de ça. comportement et c'est ça que j'ai Mais voulu décrire. est-ce que tu penses que la relation aurait été moins violente, moins passionnelle, entre guillemets, j'ai du mal avec ce mot passionnel Moi parce aussi, que ouais. c'est. Mais est-ce Et que au tu sens penses où on l'entend que traditionnellement, quoi. c'est ça? Euh, est-ce que ça aurait été moins du coup violent si justement ça avait été une relation totalement libérée vis-à-vis de ça ou Ouais, pas? assumer. Oui, je Assumée. pense sincèrement parce que je pense, enfin, et c'est même quoi, c'est même mon propos va être même un peu politique. Hein, je pense Ouais. que le refoulement est profondément violent, que le refoulement est dû à l'homophobie hein, ou à la norme, et que ça pousse les gens à se détester en fait, à penser qu'ils ne sont pas légitimes d'exister. Ils retournent la violence qu'ils subissent contre eux-mêmes et contre les autres. C'est pas pour rien que le taux de suicide est 4 fois plus élevé chez les personnes LGBT+. Je veux dire, ou de manière générale, c'est pas pour rien que les minorités au sens de groupes socialement opprimés, c'est pas pour rien que les minorités sont beaucoup plus confrontées à la mort. Là, Ouais. je cite un peu Édouard Louis qui commence un livre comme ça, qui dit on peut étudier la dureté de la vie de certaines communautés ou de certaines minorités par rapport à leur rapport à la mort et par rapport Mhm. à leur espérance de vie. Voilà, cherchez ce mot, à leur espérance de vie. Et on voit très bien que l'espérance de vie des minorités est plus faible Mhm. parce que ils subissent davantage la violence de la société ou même la violence d'individus hein, directement. Et c'est une des conséquences de l'homophobie, le fait que je pense que ce soit plus difficile pour les personnes LGBT+, d'avoir des relations saines ou d'avoir des relations stables parce que voilà, les vécus sont si tourmentés, si violents que les personnes concernées retournent cette violence voilà, Mhm. contre eux-mêmes et contre les autres, et notamment contre les gens avec qui ils vivent. Et c'est ça aussi dont je voulais parler, et c'est ça dont je parle toujours dans ce que j'écris, et dont je parlerai toujours dans ce que j'écrirai, si je continue. Mais a priori... Ouais. Et bah tiens, du coup, hier, parce que bah, quand on tourne, là on est mardi 12 octobre, Tout à et fait. hier c'était la journée Tout à du fait. coming out. Et Mhm. quel regard tu portes, toi, sur le coming out,
sur faire son coming out ou pas, sur tout ça? C'est un privilège. Le coming out, faut pas l'oublier. Quand il y a des gens pour qui ça a été très facile, qui essayent on va dire, de forcer la main à d'autres. Au-delà de ça, le coming out, voilà, c'est une particularité en fait des personnes LGBT+. Et la particularité des personnes LGBT+, bon, maintenant il y a un peu d'espoir parce qu'il y a des couples de même genre qui adoptent des enfants. Mais de manière générale, en tout cas, on va dire un gros pourcentage, les personnes LGBT+, naissent et grandissent dans des contextes hétérosexuels ou hétéronormés. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de repères, en fait. Ils n'ont pas de référents. Oui, de parents, de parents à qui s'adresser et dire « Toi aussi, tu as vécu cette violence, comment on fait ?» En fait, non, ils sont seuls, ils sont perdus, etc. Et donc, il y a un moment, je pense, une nécessité d'en parler. Et j'ai dit, il y a un moment, une nécessité d'en parler. En fait, il y a tout le temps une nécessité d'en parler, parce que c'est toute la vie. Après, c'est plus simple quand tu l'as fait une première fois, je pense. Mais au-delà de la première fois, c'est toute la vie, en fait. Parce que même si tes amis, tes parents le savent, tu vas commencer un nouveau boulot, tu vas aller à une soirée où tu connais pas des gens, forcément, tu vas devoir revivre cette expérience qui peut être plus ou moins facile selon le contexte où tu es. Évidemment, bon, c'est un peu un lieu commun, mais ce qui m'agace, c'est qu'on doit en passer par là, parce qu'on est assigné différent, alors que pour moi, on ne l'est pas. Il ne devrait pas avoir de différence. Enfin, c'est un désir comme un autre, et les personnes hétérosexuelles n'ont pas à dire qu'ils le sont, parce que c'est ça la norme, et parce que c'est évident. Et en fait, nous, avant qu'on le dise, forcément, on est hétérosexuel. Voilà. Et après, on dit, non, en fait, moi, c'est presque le coming out, c'est presque le négatif de la norme. En fait, moi, non, je ne suis pas ça, je suis différent. Bon, donc ça m'agace énormément que ce principe existe. Après, encore aujourd'hui, on doit en passer par là, donc c'est comme ça, il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on forme les gens et qu'on se forme à cette question-là pour que ce soit le plus simple pour tout le monde. Et je pense que c'est ce qu'on fait, mais voilà, encore une fois, je répète un peu ce que je dis par rapport au début de mon propos, mais n'oublions pas que c'est quelque chose qui reste difficile selon le contexte dans lequel on vit, qui peut rester source de rejet, notamment familial, source d'exclusion et même source de violence plus ou moins forte selon le contexte dans lequel on le dit. Pardon. Je trouve que c'est une question importante. Oui, c'est une question importante. C'est pour ça que je me suis permis de te la poser. Qui est souvent excessivement maltraitée dans les séries notamment ou dans les films, je trouve. C'est un truc qui est très traité et depuis très longtemps. Et c'est quelque chose qui est tout le temps assez spectaculaire, quoi. Et qui est, oui, je trouve, à la limite, la seule fois où j'ai trouvé ça bien traité ces dernières années, peut-être la seule fois, c'est dans le dernier, enfin du coup maintenant l'avant-dernier film de François Ozon, été 85, où il y a une discussion entre le personnage, le jeune quoi, et sa mère, où le personnage, le jeune, demande à sa mère, mais toi tu l'aimes bien, tonton, je sais plus quoi, et on sait que ce tonton est homosexuel. Et la mère, elle met un temps d'arrêt, et elle dit, mais tu sais, je l'adore. Je sais plus la scène exactement, mais dans mon souvenir, c'est ça. Tu sais, moi je l'adore, tonton. Et l'enfant, après, s'en va, enfin le jeune s'en va, et on comprend que c'est bon, il est rassuré en fait. Il sait que même s'il dit à sa mère qu'il est homosexuel, bah c'est bon. Et dans cette scène, il ne lui dit pas, en fait. Et je pense que la mère d'ailleurs ne comprend pas. Hein. Je pense qu'elle ne le sait pas, la mère. Mais et ça, voilà. Là, je me suis dit, voilà, enfin une scène, voilà, qui traite ça correctement et qui traite ça pas de manière spectaculaire, un peu à l'américaine. Ça devrait être plus subtil, quoi, à chaque fois, c'est ça. Ça devrait être plus pas maman, papa, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Non, mais le pire, enfin pourquoi j'y pense, mais le pire, ça a été cette pub pour Amazon, là, pour Alexa, où c'était une jeune fille qui disait à Alexa, joue la musique, j'aime les filles, et c'était sa manière de faire. Bon, à la fois j'aime bien en fait, parce que je trouve ça très marrant mais à la fois je trouve ça cliché et très éloigné de nos réalités, même si je dénigre pas ces réalités. Et parfois ça se passe comme ça, effectivement, c'est un moment en fait presque un peu marrant. Mais n'oublions pas que voilà, je trouve que ces représentations-là sont assez éloignées. Et que ce que certaines personnes peuvent vivre en faisant leur coming out, quoi. Bah, là j'y pense, donc pardon, et après on passe à un autre sujet. Mais ça fait penser que, par exemple, moi, mon expérience du coming out, en fait, familiale, en tout cas, j'en ai parlé à mes parents, pas du tout pour leur dire que j'aimais les garçons, mais je leur ai dit que ça allait pas, en fait. J'aurais dit, il y a un truc qui va pas, au lycée ça va pas,
dans la rue ça va pas, je me fais maltraiter en fait. Je me fais insulter, injurier. Et c'est comme ça en fait qu'ils ont su que j'étais. D'ailleurs, ça n'a jamais été un problème avec ma famille, heureusement. Mais c'est comme ça qu'ils ont su, en fait. Le coming out, par exemple, dans mon cas, c'était quelque chose de pas violent dans son traitement, donc dans l'expérience d'une coming out, mais c'est la violence qui a provoqué ce coming out. Il fallait que je leur en parle parce que, en fait, bon, j'ai une allure pas forcément très masculine ou qui ne correspond pas à la norme masculine dans la ville dans laquelle je vivais. Et donc voilà, j'expérimente l'injure. Au commencement, il y a l'injure. Ça, c'est la première phrase de Didier Ribon. Mais qui me Didier Édouard Ribon. Louis. Mais de Et Édouard Édouard Louis. Louis, Édouard Cite. Louis, Oui. ouais. Mais Dans son dernier livre, il parle de l'insulte, justement. L'insulte voilà. avec un grand I. Et bon, Didier Ribon, c'est plus théorique, c'est pas un roman, mais dans Réflexion sur la question gay, c'est le premier chapitre, l'injure. La première phrase, c'est ça. Au commencement, il y a l'injure, celle qu'expérimente toute personne dès le plus jeune âge, quoi, en fait. Dans mon cas, c'est ça. Mais en fait, on m'a fait comprendre que j'étais différent avant même que moi-même je le comprenne. C'est ça. Et le coming out vient aussi de là, quoi. Ouais. Ouais, tu vois, là, ça me parle quand tu dis ça. Bon, ok. Alors, sinon, est-ce que tu as des projets pour bientôt? Un livre qui devrait sortir, quelque chose? Alors, en février, parce que j'ai eu la date hier, je pensais qu'il sortait en janvier, mais en fait non, il sort le 11 février, sort mon second roman. Il sort aux éditions Blast, donc c'est pas la même maison d'édition. D'ailleurs, j'invite tout le monde à jeter un œil à cette maison d'édition qui existe très très bien. J'aime beaucoup cette maison d'édition aussi. Je suis content de l'entendre. Et ça existe depuis, je dirais, 2 ans maintenant, je crois, 3 ans. Oui, je sais plus trop. Donc c'est une maison d'édition toute récente, mais qui a déjà fait un énorme travail, je trouve, en si peu de temps. Et qui... alors, je dis ça pas du tout pour défendre cette maison, mais je trouve vraiment, même objectivement, que cette maison d'édition apporte quelque chose qui manquait, je trouve, c'est-à-dire une littérature critique, on va dire LGBT+, ou une littérature critique féministe et queer. On va dire, je vais utiliser ce terme que je trouve plus approprié. Quand je trouve qu'aujourd'hui, on est un peu abasourdi face à la somme de... Après, il n'y en a jamais trop, mais face à la somme de livres théoriques sur ces questions-là. Je trouve qu'on en a plein, etc., et c'est très bien. Mais je trouve qu'il manque une littérature. Disons, voilà, des romans, des poésies sur ces sujets-là, et je trouve que cette maison d'édition-là, pour le coup, c'est vraiment... je sais pas... innove, on va dire, j'aime pas trop ce mot, mais innove en ça, quoi. Propose quelque chose de vraiment nécessaire. Et voilà, donc c'est un roman qui sort le 11 février, qui s'appelle Là où les trottoirs s'arrêtent. On parlait tout à l'heure de la distance géographique et temporelle nécessaire à l'écriture d'un livre, et qui pour le coup est beaucoup plus proche de la réalité. Et c'est en ça que je pense qu'il est plus fort que pas dire, qui est beaucoup plus proche de la réalité, tant géographiquement, parce qu'il se passe à Marseille, là où j'ai grandi, que temporellement, parce qu'il se passe dans les années, on va dire 2016, 2017, 2018. J'ai très hâte qu'il sorte, en tout cas. J'ai hâte que les gens le lisent, j'ai hâte que tu le lises. Ah ouais, moi j'ai très envie de le lire. À côté de ça, j'essaye d'écrire d'autres choses, peut-être un 3e roman, et puis toujours, je l'évoquais tout à l'heure, mais je crois, et puis il y a toujours voilà, quelques textes courts que je publie sur mon site, qui sont un peu des nouvelles, ou voilà, et puis mon journal que je tiens en ligne, que j'écris pour moi, mais que je mets en ligne, je mets quasiment tout en ligne. Maintenant, je mets quasiment tout. Avant, je cachais quelques trucs parce que voilà, il y avait des personnes que ça pouvait gêner. Maintenant, je mets quasiment tout, et j'aime bien le principe que voilà, il s'écrit au jour le jour, et au jour le jour, il est actualisé, et n'importe qui peut le voir, des gens qui me connaissent, des gens qui ne me connaissent pas, et c'est presque une expérience littéraire à part, quoi. Là, j'aimerais bien, mais il faudrait que j'expérimente ça. J'aimerais bien lire à voix haute des textes sur de la musique, tu vois, électronique, ou des choses un peu comme ça, expérimentales. J'ai vu un truc comme ça cet été, en fait, à un festival littéraire, et j'ai beaucoup aimé, en fait, de lire de la poésie ou de lire des choses comme ça, fortes, contemporaines, sur de la musique électronique. C'est pas Arthur Dreyfus qui fait ça par rapport à son journal? Alors, le même jour où j'ai vu ça, j'ai vu Arthur Dreyfus qui fait ça, mais pour le coup, lui, il fait ça, il s'accompagne au piano, en fait. Ok, d'accord. Et d'ailleurs,
petite info, la performance que j'ai vue est disponible sur la chaîne YouTube Maison de la Poésie, Ok. c'est un endroit à Paris, hein, la Maison de la Poésie. Ouais. Leur chaîne YouTube est assez fournie. En fait, ils font des représentations plusieurs fois par semaine. Ils mettent tout sur leur chaîne. Et il y a notamment cette lecture presque spectacle, lecture voix haute, concert, spectacle d'Arthur Dreyfus. Ouais, bon, moi je mettrai ça en barre d'infos. Et c'est assez intéressant, je trouve, la manière Oui. dont la littérature peut être diffusée autrement que silencieusement par des mots écrits. Je pense que ça fait partie aussi je sais pas, d'une vision de la littérature un peu plus ouverte. Bon, bah voilà, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi, c'était vraiment C'était super. de même, moi j'ai trouvé ça hyper passionnant aussi. Je sais pas si les auditeurs l'auront trouvé passionnant, mais merci beaucoup. C'était une très bonne première fois pour moi. Moi aussi, merci beaucoup à toi et j'espère à bientôt pour une autre discussion ou un autre livre, un autre projet. Ouais, Je pense qu'on peut complètement. se refaire ça, ça peut être super sympa. Cet épisode 3, qui aura duré plus longtemps que ses précédents, est maintenant terminé. C'était un épisode particulier. N'hésite pas à me dire si tu as aimé ce format d'entretien. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi, notamment pour me soutenir, ça me ferait vraiment chaud au cœur. Je te dis, cher auditeur, chère auditrice, à la prochaine. Porte-toi bien. Bye. Salut.